Bonjour à tous, chers élèves de terminale. On se retrouve aujourd'hui pour commencer à faire un point sur le dernier chapitre de SP, le chapitre sur les graphes probabilistes. Donc je vous propose, comme je l'ai fait avec les élèves du tronc commun, de vous faire des petites vidéos qui visent à bien vous expliquer pour que vous puissiez bien maîtriser ce dernier chapitre de l'année, qu'on avait prévu de faire sur environ 5 ou 6 semaines, comme les autres. Il n'y a pas de difficulté majeure, à condition de s'investir quand même un minimum et surtout d'essayer d'appliquer les différentes méthodes, les différentes propriétés qu'on va voir sur ce chapitre qui mélangent, donc comme son nom l'indique, un peu des deux premières parties de l'année avec à la fois des graphes et à la fois des matrices, donc graphes probabilistes, en intégrant aussi la notion de probabilité. Donc on va voir ça, je vous propose qu'on fasse ça en 3 parties. Je vous ai refait, on avait commencé ensemble en classe avant de se séparer, les situations. Je pense qu'on avait fait juste la situation 1, donc je propose qu'on refasse tout ensemble parce que ça me paraît important de bien maîtriser ces situations. Si vous comprenez bien les situations ensuite, on pourra passer au cours qui n'a rien d'exceptionnel. Pas de difficulté majeure si vous avez bien suivi et maîtrisé les situations. Et après, un petit peu d'application à travers divers exos d'entraînement. Si vous en faites, disons, une dizaine et que vous les maîtrisez, alors vous serez au point a priori sur ce dernier chapitre. Allez, on se lance, donc essayez de bien suivre, de bien maîtriser donc ces deux situations, en commençant évidemment par la situation 1 qui parle de phénomènes évolutifs. Donc on veut introduire la notion de graphe probabiliste et sa matrice de transition. Donc pour ça, on a le contexte suivant, deux sociétés A et B qui se partagent le marché de l'eau potable dans une grande ville. En 2015, la société A avait 40% du marché, la société B le reste, donc ça sous-entend 60%. Là, ça sous-entend bien que tous ceux qui ne sont pas dans A sont dans B. Il n'y a pas d'autres possibilités. Chaque année, la société A conserve 90% de ses clients, les autres choisissent B. La société B conserve 80% de ses clients, les autres choisissent A. On se propose d'étudier l'évolution de ce marché. Toutes les valeurs numériques seront arrondies à 10-2 près. Alors, avec un arbre de probabilité, on vous demande de recopier et de compléter l'arbre ci-dessous, qui indique ce qui se passe en 2015, puis en 2016, puis en 2017. Quand on lit l'énoncé, on sait déjà ce qui se passe en 2015. La société A avait 40% de part du marché, la société B le reste. Donc je vous ai préparé une correction que j'espère la plus claire possible. Donc situation initiale, société A 40%, c'est-à-dire 0,4, société B le reste, donc 60%, 0,6. Et qu'est-ce qui se passe d'une année sur l'autre, donc de 2015 à 2016? La société A, on vous dit dans l'énoncé qu'elle conserve 90% de ses clients. Donc probabilité de 0,9 quand on était dans A, de rester dans A. Vous vous souvenez, probabilité conditionnelle. Sachant que je suis dans la société A, la probabilité de rester dans la société A l'année d'après est de 0,9 et du coup la probabilité d'aller dans la société B l'année d'après est de 0,1. Si j'étais dans la société B, l'énoncé nous dit la société B conserve 80% de ses clients. Donc si on était dans B, probabilité de 0,8 de rester dans B, et probabilité de 0,2 d'aller dans A. Et après, en fait, les probabilités, il y a les mêmes évolutions d'année en année. C'est-à-dire que de A dans A, 0,9, de A dans B, 0,1, de B dans A, 0,2, de B dans B, 0,8. Ces probabilités, à chaque fois, elles sont les mêmes d'une année sur l'autre. Ces évolutions sont les mêmes d'une année sur l'autre. Donc ça donne l'arbre de probabilité suivant. Maintenant qu'on l'a complété, on va pouvoir l'utiliser pour bien répondre aux questions. On vous dit on choisit un client au hasard tous les ans et pour tout entier naturel n, on note AN la probabilité qu'il soit un client de l'entreprise A l'année 2015 plus n. Donc c'est à dire que A0 c'est la situation initiale en 2015. Or en 2015 on sait qu'il y a 40% si ma mémoire est bonne du marché dans la société A, donc A0 est à 0,4. Justifier que A1 est à 0,48. Qu'est-ce qu'il se passe d'une année sur l'autre? A0 égale 0,4, 40% du marché pour la société A en 2015. Pour A1, 90% des clients qui étaient chez A restent chez A. Donc les 40% chez A, il en reste 90%. Donc 0,4 fois 0,9, ça c'est ceux qui étaient dans A qui restent dans A. À ça, il faut ajouter ceux qui étaient dans B, les 60%, et qui passent dans A, 20% des 60%. Donc 0,6 fois 0,2, ça c'est ceux qui arrivent de B.
Et donc au final, le total des clients de la société A au bout d'une année, donc en 2016, ce sera la somme de ces deux. Ceux qui étaient déjà dans A et qui sont restés, 90% des 40% de A, ceux qui étaient dans B qui sont arrivés, 20% des 60% de B. Ça donne ça, 0,36 plus 0,12 égale 0,48. Donc au bout d'un an, en 2016, 48% des clients sont chez A. Elle a 48% de part du marché. Ensuite, on vous demande de justifier, donc interpréter ce résultat, je viens de le faire, déterminer A2 et A3 et interpréter ces résultats. Donc pour A2, qu'est-ce que je fais? Je pars de ce qu'il y avait en A1, c'est-à-dire 48%. Ça, c'est ceux qui sont dans A en 2016. En 2017, 48% fois 90, ça c'est ceux, encore une fois, qui restent dans A. Donc à chaque fois, je pars ceux qui étaient dans A, je multiplie par 0,9, c'est ceux de A qui restent dans A. Et puis il y a ceux qui arrivent de B. Ceux qui arrivent de B, c'est 1 moins 0,48, puisque si je ne suis pas dans A, je suis dans B. Et vu qu'il y en a 20% qui arrivent de B, je dois multiplier ça par 0,2. Ça me donne donc 0,536, la part du marché de la société A au bout de 2 ans, donc en 2017. Et je continue, au bout de 3 ans, je pars de la part de société de l'entreprise A l'année d'avant. Elle garde 90% des clients qu'elle avait déjà, donc 0,536 fois 0,9, et elle gagne 20% des clients qui étaient chez B, donc des 1 moins 0,536. Tous ceux qui ne sont pas dans A sont dans B, comme on l'a expliqué. Ça fait 0,5752. Je m'aperçois que je n'ai pas tout à fait respecté la consigne d'arrondir à 10 moins 2 près, donc là à 10 moins 2 près, ça ferait 0,54 et 0,58. Donc on voit que ça donne la part du marché de la société A au bout de 2 ans, 2017, au bout de 3 ans, 2018, et on voit que petit à petit elle augmente. Ensuite, justifier que pour tout entier n, on a an plus 1 égale 0,7 an plus 0,2. Qu'est-ce qu'il se passe d'une année sur l'autre? On constate que d'une année sur l'autre, si an c'est la part du marché une année donnée, l'année d'après on a gardé 90% de nos clients, donc on multiplie par 0,9, et on a gagné 20% des clients de l'entreprise B, donc de 1 moins AN. Puisque si vous êtes dans A, vous êtes AN, si vous n'êtes pas dans A, vous êtes dans B. Donc la part du marché de B, c'est 1 moins AN. Les deux sont complémentaires. Donc à chaque fois, c'est ce calcul-là qu'il faut faire pour passer d'une année AN à l'année qui suit, AN plus 1. 90% de ceux qui étaient déjà là, 20% de ceux qui n'étaient pas là, qui étaient chez B. Quand on fait ce calcul en développant, donc là je distribue mon 0,2, 1 fois 0,2 ça fait 0,2, moins AN fois 0,2, donc moins 0,2 AN. En simplifiant, on tombe sur la formule demandée, AN plus 1 égale 0,7 AN plus 0,2. Pour les plus experts ou les plus habitués ou les plus chauds, vous reconnaîtrez ici la formule d'une suite arithmético-géométrique. La partie géométrique, la multiplication par 0,7. La partie arithmétique, on ajoute 0,2. Donc caché derrière ça, on a une suite arithmético-géométrique. Donc comme pour toutes les suites arithmético-géométriques, un exercice intéressant, ça serait de trouver la formule en passant par une suite auxiliaire dont on étudierait le fait qu'elle soit géométrique, on utiliserait sa formule explicite pour déterminer la formule explicite de cette suite arithmético-géométrique et tomber là-dessus. Bon là vous avez du bol, on vous en fait cadeau. On a démontré que la formule explicite de n, du coup, c'est 2 tiers moins 4 quinzièmes fois 0,7 à la puissance n. Du coup, maintenant que j'ai la formule explicite, je peux l'utiliser pour prévoir l'état du marché en 2030. Qu'est-ce que c'est 2030? C'est 2015 plus 15, 15 années après 2015, donc il faut calculer A15. Du coup, j'utilise la formule explicite ici donnée, je remplace n par 15, et ça me donne cette valeur-là, donc 0,67, si j'arrondis au centième près comme demandé, c'est en 2030 la part du marché de la société A qui aura environ 67% des parts. Donc c'est l'évolution sur du long terme. Donc voilà comment on peut étudier une évolution à travers des probabilités sur du long terme, et on va voir qu'en fait, ça c'était une espèce d'introduction, de rappel sur les arbres de probabilité, mais surtout ce qui va vous concerner, c'est de passer par un graphe. Puisque c'est justement le chapitre précédent sur les graphes, on va utiliser ici des graphes dits probabilistes pour étudier cette évolution. Donc justement, partie B, avec un graphe et des matrices, l'étude peut se faire en utilisant donc un graphe. Compléter le graphe ci-contre afin qu'il modélise correctement la situation dans la ville 1. Donc je l'ai refait ici, mon graphe, qu'est-ce qui se passe? Je pars de A. Chaque année,
ça indique, cette branche indique qu'on garde 90% de nos clients, donc probabilité de 0,9 de rester dans A. Et du coup, on en perd 10%, donc 10% qui vont vers B. J'ai peut-être oublié la petite flèche là. Ce 0,1, c'est ceux qui vont de A vers B. Par ailleurs, 80%, donc probabilité de 0,8 de B reste chez B. Et 20% du coup de B vont vers A. Là pareil, il manque la petite flèche, le 0,2 il va dans ce sens, hein, de B vers A. Ça sera un graphe orienté. De ça, je vais en déduire la matrice de transition. Hein, on associe à ce graphe une matrice, recopier et compléter cette matrice en expliquant ce que représente chaque coefficient. Ben regardez, on va utiliser, alors c'est même plus simple de mettre le graphe et la matrice. Elle va avoir 4 coefficients. Vous voyez que sur mon graphe, j'ai mis 4 coefficients. Il va falloir les placer au bon endroit, c'est pour ça que j'ai rajouté ces facultatifs, mais les petites lettres là qui indiquent que là, par exemple, ce coefficient là, c'est ceux qui vont de A vers A. Et on constate sur le graphe que c'est 0,9. Ce coefficient-là, c'est ceux qui vont de A vers B. Je dis, il manquait la petite flèche, mais de A vers B, c'est cette partie-là, donc c'est 0,1. Ici, c'est ceux qui vont de B vers A. C'est cette partie-là, 0,2. Et ce coefficient-là, c'est ceux qui vont de B vers B, 0,8. Donc on a placé correctement nos 4 coefficients au sein d'une matrice, dite matrice de transition. Pourquoi de transition? Parce qu'elle indique la transition d'une année sur l'autre. Hein. Quelles sont les transitions des clients? Ceux qui restent de A, qui vont vers B, qui vont de B vers A, etc. Donc chaque coefficient représente un peu les migrations d'une société à l'autre, ou d'une société à elle-même, et d'une année à l'autre, hein, d'année en année, au fil des années. Donc par exemple, j'ai expliqué que le 0,2 signifie que 20% des clients de B vont vers A l'année d'après. Hein, donc c'est pour ça, notamment au début, quand vous aurez à construire des matrices de transition, évidemment, il ne faut surtout pas se tromper, sinon vous plantez tout l'exercice, donc soyez particulièrement vigilants. D'où l'intérêt peut-être de mettre le nom des sommets, là, pour ensuite savoir où placer correctement vos coefficients au bon endroit, sans erreur, pour pouvoir les utiliser ensuite, parce que vous allez voir qu'après, on va en avoir besoin. Puisque du coup, on note Pn, la matrice correspondant à l'état en 2015 plus N. Ainsi, P0, c'est donc 2015 plus 0, c'est 2015. Qu'est-ce qu'il y a au début? P0, c'est 0,406, 40% chez A, premier coefficient, 60% chez B, deuxième coefficient. Hein, les coefficients de la matrice P, c'est la part de marché de A en premier, la part de marché de B en second. On a trouvé en partie A que A1 égale 0,48. Vous vous souvenez, on a fait le calcul, on a déterminé que A1 était égal à 0,48. J'en déduis du coup que ma matrice P1, c'est A1, B1. Si A1 égale 0,48, B1 égale 0,52. Parce que nota bene, Bn, c'est 1 moins N. On a déjà expliqué, tous ceux qui ne sont pas dans A sont dans B. Donc si je connais le coefficient A, je connais le coefficient B correspondant puisqu'il est complémentaire. Mais en fait, ce calcul-là, on aurait pu le retrouver en faisant le calcul suivant. Je pars de P0, je multiplie par ma matrice de transition. Ça me donnera ce qui se passe l'année d'après. Donc P0 au début c'est 0,406, 40% chez A, 60% chez B. Je multiplie ça par la matrice de transition. Je vous ai remis un petit peu, redétaillé le calcul pour vous rappeler, vous rafraîchir la mémoire sur les multiplications de matrices. Je vous rappelle que c'est ligne fois colonne. Donc cette ligne-là fois cette colonne-là. 0,4 fois 0,9 plus 0,6 fois 0,2. Ça va me donner le premier coefficient 0,48. 0,4 fois 0,1 plus 0,6 fois 0,8. Ligne fois deuxième colonne. Ça va me donner le deuxième coefficient, 0,52, et on voit qu'on retombe bien sur les coefficients de P1. Donc on retourne sur la matrice P1 qui représente l'état du marché au bout de 1 an. P2, même chose, pour la question suivante, on vous demande à l'aide de A2 écrire P2 et vérifier que P2 c'est P1 fois M. On a calculé A2, on a trouvé 0,536, du coup j'en déduis B2, 1 moins 0,536, donc ça c'est la matrice P2, que j'aurais pu retrouver en faisant P1 fois M. L'état du marché au bout de 1 an, je multiplie une nouvelle fois par la matrice de transition pour savoir quel va être l'état du marché l'année d'après. Donc là je ne vous ai pas remis l'état du calcul, mais ça donnerait 0,48 fois 0,9 plus 0,52 fois 0,2, on retombe sur le 0,536, et 0,48 fois 0,1 plus 0,52 fois 0,8, ça fait 0,464, on retombe P2. On retombe sur P2, donc l'état du marché au bout de 2 ans, c'est-à-dire en 2017. À quel type de suite ça vous fait penser ces égalités-là? On constate qu'à chaque fois, on multiplie par M. Donc ces égalités nous font penser à une suite géométrique de raison M. Parce qu'à chaque fois, pour passer d'une année à l'autre, de P1 à P2, je multiplie par M. De P0 à P1, j'avais multiplié par M. Donc ça semble être une suite géométrique de raison M, c'est-à-dire que la formule
récurrente, ce serait Pn plus 1 égale Pn fois M. L'état du marché une année donnée, je multiplie par M pour avoir l'état du marché l'année d'après. Mais du coup, si c'est une suite géométrique, j'ai accès aux formules explicites d'une suite géométrique. Hein, c'est-à-dire que Pn égale P0 fois M à la puissance n. Je vous ai remis ici la formule d'une suite géométrique. Un égale U0, premier terme, fois Q, la raison à la puissance n. Donc ici, le premier terme, c'est P0, la raison, c'est M. Hein, donc, si je veux par exemple calculer P15, je fais P0 fois M à la puissance 15. Donc là, ça se fait à la calculatrice. Hein, faire de tête M puissance 15, c'est relativement compliqué. Par contre, à l'aide de la calculatrice, je peux immédiatement avoir P15 et retrouver justement le résultat de la partie A qui est l'état du marché en 2015 plus 15, c'est-à-dire en 2030, avec environ 66,54% de part du marché pour la société A et le reste pour la société B. Donc voilà comment ça marche en utilisant un graphe probabiliste. Maintenant, donc pour vérifier que vous ayez bien compris, on va voir ensemble la petite application. C'est un petit peu la même idée, mais en changeant les valeurs. Dans une autre ville, en 2015, la société A avait 30% du marché, la société B le reste, et puis on vous donne les transitions d'une année à l'autre. Chaque année, A conserve 80% de ses clients, B conserve 75% de ses clients. Les autres clients, quant à eux, changent d'entreprise, de A vers B, de B vers A. Donc vous pouvez construire le graphe associé à cette situation et écrire la matrice de transition. Hein, on vous dit donc que A conserve 80% de ses clients. Voilà, donc 0,8 de rester dans A, du coup elle perd 20%, donc 0,2 qui vont vers B. B, eux, conservent 75% de leurs clients, et du coup 0,25 qui vont de B vers A. On en déduit donc la matrice de transition qui est là. Hein, de A vers A, 0,8. De A vers B, ce coefficient-là, 0,2. De B vers B, ce coefficient-là, 0,75. De B vers A, ce coefficient-là, 0,25. Comme je l'ai dit, soyez particulièrement prudents dans la construction et l'élaboration de votre matrice de transition. En cas d'erreur, tout l'exercice ensuite sera faux, ce qui serait quand même dommage parce que vous aurez peut-être tout compris et tous vos résultats seront foirés parce que vous aurez peut-être inversé deux coefficients dans la matrice de transition. Donc ce serait vraiment dommage. Donc, soyez vigilants. Ensuite, maintenant que j'ai fait le graphe et la matrice de transition, déterminer les matrices P0, P1 et P15 et interpréter les résultats obtenus. P0 c'est l'état du marché au départ. Au départ on vous dit la société A avait 30% du marché, B le reste, donc 0,3, 0,7, c'est l'état en 2015. Du coup je peux en déduire A1. A1 qu'est-ce que ce serait? On vous dit la société A elle garde 80% de ses clients, elle en avait 30%, donc 0,3 fois 0,8 ça c'est ceux qui étaient dans A qui restent dans A. Et elle gagne 25% des clients de B. 25% de ceux, puisque B conserve 75% de ses clients, il y en a 25% de B qui vont vers A, donc il y en avait 70% de B, on en gagne 0,25, 25%, donc 0,7 fois 0,25, ça fait 0,415. Maintenant que j'ai A1, j'en déduis B1, 1 moins 0,415, ça fait 0,585, et j'en déduis P1, qui représente donc la part du marché en 2015 plus 1, donc en 2016, 41,5% pour A, 58,5% pour B. Et on aurait pu, et on aurait dû, même c'est le plus simple, faire, utiliser ma matrice de transition, qui me permet de créer une situation géométrique, où si je veux obtenir P1, il me suffit de multiplier P0 par M. Donc P0 c'est 0,307, je multiplie par la matrice de transition, et j'obtiens directement l'état P1 du marché en 2016. Et du coup, ça c'est beaucoup plus rapide, notamment pour calculer par exemple P15, l'état du marché en 2030. Vu que j'ai affaire à une situation géométrique, j'utilise la formule explicite d'une suite géométrique. Pn égale P0 fois Q puissance n. Donc Pn égale P0 fois M, c'est la raison, puissance n. Donc P15 égale P0 fois M puissance 15. Je fais le calcul à l'aide de la calculatrice. Vous avez P0 ici. Vous avez la matrice de transition ici. Il suffit de la mettre à la puissance 15 pour savoir ce qui va se passer pour avoir P15. Enfin, pour obtenir P15, vous avez les coefficients là qui représentent donc l'état du marché en 2015 plus 15, donc en 2030. Voilà comment vous voyez finalement un chapitre assez complet puisqu'il mélange des graphes, des matrices, des probabilités et des suites. Donc on a au moins 4 chapitres en un inclus là-dedans. Et ça, c'est l'idée générale de ce chapitre sur le graphe probabiliste. Si déjà vous comprenez cette situation, alors vous êtes sur la bonne voie. Et on va pouvoir passer à la suite.
La suite, c'est donc la situation 2, un phénomène de stabilisation. On va monter encore d'un petit cran, mais c'est le niveau le plus compliqué. Il n'y aura pas grand chose de plus compliqué que ce qu'on va voir dans cette situation-là. Donc concentrez-vous bien. Si ça passe, alors tout le chapitre devrait bien passer. Monsieur l'indécis a deux amis A et B avec lesquels il aime courir. Pour choisir son partenaire, il procède ainsi. S'il court un jour avec A, il court avec B le lendemain avec une probabilité de 0,8. S'il court un jour avec B, il court avec A le lendemain avec une probabilité de 0,6. Le premier jour de ce mois, il court avec A. Peut-on prévoir le choix du partenaire au bout d'un certain temps? Donc construire le graphe associé à cette situation et écrire la matrice de transition associée. Donc je lui ai dit, il suffit d'utiliser les informations correctement. Donc si on vous dit, s'il court avec A un jour, il court avec B le lendemain avec une probabilité de 0,8. Donc si on part de A, probabilité que le lendemain, parce que la matrice de transition indique ce qui se passe la fois d'après, probabilité qu'on aille vers B de 0,8. Du coup, on en déduit probabilité qu'on continue à courir avec A de 0,2. Et on vous dit, s'il court un jour avec B, donc si je suis là, il court avec A le lendemain avec une probabilité de 0,6. Et on en déduit qu'il a encore une probabilité de 0,4 de rester avec B. Ça implique la matrice de transition suivante, avec nos 4 coefficients placés au bon endroit. 0,2 c'est A vers A. 0,8 c'est A vers B, donc il se place ici. Le 0,4 qui est là, c'est B vers B, donc il se place ici. Et le 0,6 qui est là, c'est B vers A, donc il se place ici. Voilà, maintenant j'ai ma matrice de transition. On dit, soit AN, la probabilité que monsieur l'indécis court avec A le nème jour. On note PN, la matrice ligne, qui correspond à l'état probabiliste du nème jour. Écrire les coefficients de P1 et calculer la matrice P3 à l'aide de l'égalité Pn égale P1 fois m à la puissance n-1. Alors déjà plusieurs choses, commençons par le plus simple, les coefficients de P1, bah, c'est facile, c'est 1, 0. Pourquoi? Parce que dans l'énoncé on vous dit, le premier jour de ce mois, il court avec A. Donc état initial, P1, parce qu'on dit Pn c'est ce qui se passe le nème jour, donc le premier jour c'est P1. Il court avec A, donc les probabilités sont simples. Je suis sûr qu'il court avec A, donc probabilité de 1. Il ne court pas avec B, probabilité de 0. Car le premier jour, il court avec A. Ensuite, on vous dit, en utilisant l'égalité Pn égale P1 fois m à la puissance n-1. Qu'est-ce que c'est cette égalité? Cette égalité, c'est simplement la formule explicite d'une suite géométrique dans le cas où je ne pars pas de A0, comme c'est le cas ici, ou de U0. Ici, je pars de U1, même de P1 plus précisément. Et vous vous souvenez peut-être, formule explicite d'une suite géométrique, un petit rappel sur les suites géométriques. Si j'ai la chance de connaître U0, c'est UN égale U0 fois Q puissance N. Si je n'ai pas la chance d'avoir U0 mais que j'ai autre chose, UN égale un autre terme UP fois Q à la puissance N moins P. Donc si le terme que je connais, par exemple, c'est U1, ma formule explicite, elle devient UN égale U1 fois Q puissance N-1. Voilà, j'espère que vous vous rappelez de cette partie sur les suites géométriques. Donc c'est cette partie-là qu'on va utiliser ici, puisque je connais P1. Donc Pn égale P1 fois Q à la puissance N-1. Sauf que ce qui joue le rôle de la raison ici, c'est ma matrice de transition grand M. Du coup, j'en déduis que P3, c'est P1 fois M à la puissance 3 moins 1. C'est-à-dire P1 que je connais fois M que je connais à la puissance 3 moins 1, c'est-à-dire au carré. Je fais ce calcul-là sur ma calculatrice, j'obtiens donc P3, et ça donne les probabilités le troisième jour. Le troisième jour, puisque je crois qu'on vous demande de l'interpréter après. Le troisième jour, monsieur indécis, là, il court avec A avec une probabilité de 0,52, et du coup, il court avec B avec une probabilité de 0,48, ou il a une probabilité de courir avec B de 0,48. Du coup, calculer les matrices P10 et P20, arrondir les coefficients à 10-2 près, et qu'est-ce que l'on constate? Alors, du coup, si je veux calculer P10, je l'ai mis ici, je vais encore utiliser ma formule, Pn égale P1 fois m à la puissance n-1, donc P10 égale P1 fois m à la puissance 10-1, c'est-à-dire fois m à la puissance 9. Donc là, je connais P1, je connais m, je vais sur ma calculatrice, je fais P1 fois m à la puissance 9, je tombe sur ces coefficients-là, que j'ai même laissé avec plus de précision, demandé à 10-2 près, moi j'ai même donné à 10-4 près, j'ai pas fait attention, donc soyez vigilants, vous, si on vous demande, respectez bien la précision donnée, mais bon, j'ai été plus précis, donc c'est moins grave.
je tombe sur ces coefficients-là pour P10. Pour P20, le calcul est le même, sauf que je fais P1 fois M à la puissance 20 moins 1, c'est-à-dire 19. Et on constate qu'en fait, sur le long terme, les probabilités, elles ont l'air d'avoir tendance à se stabiliser vers des valeurs, vers environ 0,43, hein, quand j'arrondis, probabilité de courir avec A, et 0,57, quand j'arrondis, probabilité de courir avec B. Donc ça a l'air, mais ça a l'air, vous savez que mathématiquement, c'est pas une formulation qu'on apprécie beaucoup. Le ça a l'air, il semble que, j'ai mes hypothèses, j'ai conjecture que, c'est bien, mais c'est pas satisfaisant. Nous, en maths, on veut des preuves. Donc comment prouver que ça se stabilise? Retenez bien la méthode, c'est là le petit point un peu délicat de ce chapitre. Hein, trouver ce qu'on appelle l'état stable. Je vais vous essayer de vous décrire la méthode pour pouvoir trouver ça correctement. Là est la difficulté et l'enjeu majeur de ce chapitre. Donc justement, la calculatrice indique, où on a calculé P10, P20, on pourrait calculer P100. Pour des n de plus en plus grands, les matrices Pn semblent se stabiliser en une matrice P. Donc on note P égale A et B, et on admet que cette matrice, elle va vérifier l'égalité suivante. Vu qu'elle traduit un état stable, l'état stable, qu'est-ce que c'est? C'est quand je prends ma matrice, que je la multiplie par M, elle est égale à elle-même. Là, on est en phase de stabilisation. Hein, P égale P fois M. C'est-à-dire, je prends ma matrice, je la multiplie, ma matrice P, je la multiplie par la matrice de transition, ça ne la fait pas bouger. On est dans un état de stabilisation. Donc ça, c'est cette égalité-là qu'il faudra poser à chaque fois et qui va me permettre de trouver P, la matrice traduisant l'état stable. Si l'état est stable, alors P fois M égale P. Du coup, je l'ai écrit. La matrice P, elle a pour coefficient AB des coefficients inconnus que je vais chercher à déterminer. Donc P c'est AB et l'état stable c'est P égale P fois M. Donc c'est-à-dire que P c'est AB égale AB, P égale P fois M. Donc en fait j'ai cette égalité-là. Cette égalité-là, elle va me créer des équations. Le premier coefficient A, qui est ici, à quoi il va être égal? Au produit de la première ligne par la première colonne. C'est comme ça qu'on trouve quand on doit faire le produit de ces deux matrices. Si je veux le premier coefficient, on sait qu'il doit être égal à A. Et on sait que c'est A fois 0,2 plus B fois 0,6 qui va me donner ce coefficient. D'où l'égalité qui est là. A égale 0,2 fois A plus 0,6 fois B. Et le deuxième coefficient, il vaut B. Et je l'obtiendrai en faisant ligne fois deuxième colonne. Donc A fois 0,8 plus B fois 0,4 égale B. Deuxième égalité. Vous voyez que j'ai créé un espèce, alors c'est même pas un espèce, c'est un système d'équations dont la résolution va me permettre de déterminer les coefficients A et B. Parce que par ailleurs, je vais pouvoir utiliser une autre information importante. Alors là déjà, je repars de cette ligne et je fais tout passer à gauche. Donc j'enlève 0,2A, j'enlève 0,6B, donc ça devient A égale 0,2A plus 0,6B, A moins 0,2A, je l'ai fait passer de l'autre côté, moins 0,6B, même chose, égale 0. Or 0,2A, A moins 0,2A, ça fait 0,8A moins 0,6B égale 0. J'ai transformé cette équation-là pour avoir que du A et du B égale à 0. Mais par ailleurs, je sais que les coefficients A et B, la somme des deux valent 1, vu qu'ils sont complémentaires. Soit ils courent avec A, soit ils courent avec B, notre ami monsieur l'indécis. Donc ça veut dire que A plus B égale 1, donc j'en déduis que B égale 1 moins A. Du coup, je peux aller dans cette égalité, je l'ai réécrit ici, et je peux remplacer B par 1 moins A. Et après, là maintenant, j'ai une équation à une inconnue. La seule inconnue, c'est A, donc j'ai plus qu'à résoudre mon équation pour trouver la valeur de A. 0,8A moins 0,6, moins 0,6 fois moins A, ça fait plus 0,6A égale 0. 0,8A plus 0,6A, ça fait 1,4A. Le moins 0,6, je l'ajoute de l'autre côté, égale 0,6. Du coup, A égale 0,6 sur 1,4. Des fractions de décimaux, c'est pas terrible, donc j'ai tout multiplié par 10 pour avoir la fraction irréductible à laquelle ça correspond. Ça fait 6/14e. Tiens, je m'aperçois même avec le recul que j'aurais même encore pu simplifier ça en 3/7e. Environ 0,4286. Maintenant que j'ai trouvé A, c'est facile de trouver B, vu que B c'est 1 moins A. 1 moins 6 sur 14, ça fait 8 sur 14, que j'aurais pu, si j'avais été un peu plus malin, simplifier en 4/7e, environ 0,514. Du coup, ma matrice qui représente l'état stable, elle vaut 6/14e, 8/14e. Ou alors 3/7e, 4/7e, environ 0,4286, 0,5714, il manque le 1 là. Ce qui signifie que sur le long terme, monsieur l'indécis a une probabilité de 6 sur 14 d'aller courir avec A et de 8 sur 14 d'aller courir avec B, puisque en fait,
ma matrice qui représente l'état stable, elle indique ce vers quoi on va évoluer sur du long terme. On pourrait qualifier ça de limite de ma suite. Sur du long terme, les probabilités vont se stabiliser vers l'état stable, justement, vers 6/14e, 8/14e. Donc ça indique, sur un grand nombre de jours, au fil du temps, les probabilités qu'il a d'aller courir soit avec A, le premier coefficient, soit avec B, le deuxième coefficient. Voilà, si ce n'est pas encore suffisamment clair, on a une deuxième chance avec l'application où vous disiez déterminer la matrice de l'état stable pour la situation A et interpréter le résultat obtenu. Alors on retourne la situation A. On avait donc dans la situation A, la matrice de transition, on l'avait établie. On avait dit matrice de transition de la situation A, je la recherche, je pense qu'elle est là. Non, elle est un peu plus haut, elle est ici. Mais en fait, vous allez voir que si vous avez compris, c'est relativement simple finalement, c'est bête et méchant, il suffit d'appliquer la méthode que je viens de vous montrer. L'état stable, ça va être P égale P fois M, ça marche à tous les coups. Donc je cherche l'état stable en posant que mon état stable, c'est P égale P fois M. Donc l'état stable, c'est ce que je cherche à déterminer, donc j'appelle ces coefficients AB. Et je sais que si c'est stable, alors c'est l'état tel que quand je prends P, que je multiplie par ma matrice de transition, qui dans la situation A valait ça, c'est égal à P. Et du coup, après, le principe est le même. P égale P fois M, ça me donne l'égalité suivante. P, on a dit que ces coefficients, on les a appelés AB, égale P, AB, fois la matrice de transition. Ça me crée des équations. Le premier coefficient A va être égal à A fois 0,9 plus B fois 0,2. Donc première égalité, première équation. Le deuxième coefficient, il vaut B, il va être égal à A fois 0,1 plus B fois 0,8. Donc à la limite, vous voyez, cette deuxième, finalement, on s'en fout, on va juste s'occuper de la première. Comme on l'a fait tout à l'heure, je fais tout passer, alors même, c'est même pas forcément nécessaire tout de suite. Vous voyez là, immédiatement, ce que je peux utiliser, c'est le fait que A plus B égale 1, c'est-à-dire que B égale 1 moins A, et du coup, je vais dans la première équation, je remplace B par 1 moins A. Qu'est-ce que ça fait? Regardez, j'ai réécrit ici la première équation, A égale 0,9A plus 0,2B, je remplace B par 1 moins A. Ça me permet d'avoir maintenant une équation où il n'y a plus qu'une seule inconnue A. Je résous cette équation, je trouve la valeur de A. Je distribue mon 0,2, 0,2 fois 1 ça fait 0,2, 0,2 fois moins 1 ça fait moins 0,2A, 0,9A moins 0,2A ça fait 0,7A, je les fais passer à gauche, donc j'enlève 0,7A, ici A c'est comme s'il y avait 1A, moins 0,7A ça fait 0,3A, égale, il ne reste plus que 0,2 à droite, je divise par 0,3 pour avoir A tout seul, A égale 0,2 sur 0,3, je multiplie par 10 pour avoir un quotient d'entier plutôt qu'un quotient de décimaux, ça fait 2 tiers, c'est donc la valeur de A. Vu que B c'est 1 moins A, j'en déduis que B c'est 1 moins 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers, et j'ai trouvé l'état stable de la situation 1, 2 tiers, 1 tiers. Ça signifie donc que sur du long terme, la société A elle aura 2 tiers de part du marché, et la société B aura 1 tiers. Et regardez, qu'est-ce qu'on trouvait dans la situation 1? On trouvait que sur du long terme, donc 2030, on peut considérer qu'au bout de 15 ans, c'est déjà un peu du long terme, la société A avait 66,54% de part du marché. Si vous regardez, c'est environ 2 tiers. Et le reste pour la société B, donc 33,46, c'est environ 1 tiers. Donc ça confirme bien, ça vérifie les résultats vus à la situation 1 et donc l'état du marché sur du long terme. Ce vers quoi va se stabiliser le marché au fil des années, la limite du marché sur du long terme. Donc voilà, si vous appliquez cette méthode systématiquement, vous serez capable de trouver l'état stable et vous voyez que là c'est une situation concrète. On dit souvent à quoi servent les maths. Voilà, c'est quand même une évolution qu'on peut rencontrer dans une situation d'une société où quand quelqu'un veut étudier justement les parts du marché, vous connaissez ce qui se passe d'une année sur l'autre, vous savez savoir sur du long terme si vous allez manger la société B ou pas. Là, si vous êtes chez A, vous dites sur le long terme, moi j'aurai 2 tiers parts du marché. Alors que B aura 1 tiers, donc c'est plutôt une situation encourageante, une évolution encourageante. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci pour votre attention sur ces situations.